Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre nouvelle invitée n'a pas pour habitude de mâcher ses mots. Afroféministe, antiraciste, anticapitaliste, Amandine Gay, a.k.a. Amandine X, est aussi réalisatrice, conférencière, comédienne et scénariste. C'est parti pour une émission qui risque d'en réveiller plus d'un. Coucou Amandine, Salut Wendy, ça va? ça va et toi? Ça va. Contente de t'accueillir? Ah, merci, je suis contente d'être venue. C'est vrai? Yep. T'as fait un long voyage? Ouais, c'était il y a quelques temps. Là, je suis venue de Saint-Denis, ça va, c'est tranquille. Mais oui, non, je viens de... Parce que oui, t'es à Montréal maintenant. Je viens de Montréal, ouais. Moi, je vais te poser une première question. J'ai parcouru un petit peu ton profil Facebook. Ouais. Et il y a une photo qui m'a marquée, c'est la photo avec la feuille X. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce X? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis donc née sous X, d'où le X, qui est... Il y a que 2 pays au monde qui ont l'accouchement anonyme, c'est la France et l'Italie. Ok. Et donc, ça permet aux femmes enceintes qui ne souhaitent pas garder leur enfant de, disons, faire partie d'un programme de l'État, ce qui évite en fait ce qu'on appelle les abandons sauvages. Donc il y a certains pays par exemple qui ont mis en place des pouponnières dans les villes chauffées, donc tu peux poser le bébé et puis ça sonne et les services sociaux viennent récupérer l'enfant, parce qu'avant il y avait des abandons sur les marches d'une église, des choses comme ça, puis ça peut mettre les enfants en danger. La loi a évolué, donc par exemple une des spécificités en France c'est que ces femmes sont accompagnées. L'État paye pour leurs dépenses à l'hôpital, tout ça. Eux, ça leur permet de savoir quand est-ce qu'un enfant sera disponible pour l'adoption, pour toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes de demandes d'adoption. Et puis une fois que la femme a accouché, elle a 3 mois pour changer d'avis. Et si au bout de 3 mois, elle n'a pas changé d'avis, tu peux être adoptée. Et donc moi, j'ai été adoptée à 5 mois. D'accord. Et donc tu as été adoptée, tu as grandi à Lyon? Oui, j'ai grandi à Montanet, plus exactement, qui est Dans un petit village. Comment ça s'est passé je sais pas, le fait de grandir dans un petit village, d'être la seule, je pense? Non, on était 2 parce que j'ai un frère qui est noir aussi. On les deux Donc, sont on était 2 noirs village. et puis il y avait une famille d'Indiens. Ben Ok. oui, c'est l'expérience minoritaire après que connaissent plein de noirs pas forcément adoptés. Et puis ce que j'ai découvert aussi en grandissant, que connaissent aussi plein de noirs qui ont grandi dans des familles noires, qui était une grande surprise pour moi. Ça, je pensais que mon expérience, par exemple, je sais pas, de refus d'enfants qui voulaient pas me donner la main à l'école quand j'ai changé d'école là, en grande section de maternelle, était quelque chose qui était lié au fait que j'ai grandi à la campagne avec que des blancs. Puis j'ai découvert beaucoup plus tard, une fois que je suis venue vivre à Paris, que je me suis fait des amis noirs, qui avaient des parents noirs et tout, qu'elles ont pu elles aussi vivre les mêmes choses et dans une grande ville, donc, puisque Paris étant même la capitale. Et donc ça, pour moi, c'était très intéressant de voir finalement ce qu'on avait en commun en tant que minoritaire, que ce n'était pas forcément lié au fait d'être perdu dans un océan de blanc, mais que ça pouvait être lié simplement à être non blanc dans une société qui est majoritairement blanche et où les représentations sur les noirs peuvent entraîner des refus d'interaction déjà dès la maternelle, quoi. Je sais que tu as pas mal de travaux à ce niveau-là, Ouais. notamment maintenant à Montréal, où tu fais partie C'est d'une ça. association. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que vous portez comme message, les Ouais. luttes que vous mettez en place? Ok, donc moi je suis secrétaire au sein de Libre Idée, qui est donc une association qui a été fondée en 2006 par Manuelle Alix Surprenant, qui elle aussi est une femme adoptée d'origine coréenne. Et donc le principe de Libre Idée, c'est au départ se ressembler, se rassembler, donc arriver à se retrouver entre adoptés transraciaux adultes, donc ça veut dire des adoptés racisés, non blancs, qui ont grandi au sein de familles blanches, que ce soit des adoptés nationaux, comme moi par exemple qui suis née sous X, ou des adoptés internationaux, donc que les parents ont été cherchés dans d'autres pays. Et puis là, on s'engage dans une voie qui est de vraiment aussi plus diversifier ce qu'on fait, donc faire plus de communication, d'éducation, on va dire, populaire de la population plus large que les adoptés adultes. Donc que ce soit les parents adoptants, les professionnels liés à l'adoption et les institutions, mais aussi la population en général. Et j'ai envie qu'on parle aussi d'un outil que je crois que vous mettez en place avec ton association, un livret pour permettre aux adultes qui adoptent, si c'est un enfant racisé, justement, qui explique les codes en fait. Alors, on n'est pas du tout à la phase de réaliser le livret, c'est un de nos objectifs de travail de long terme. Mais disons que c'est une idée, on s'est inspiré d'un livret qui existe déjà. C'est un manuel culturel à destination des parents non autochtones qui adoptent des enfants autochtones. Okay. Et donc j'ai découvert ça, ça a été mis en place par plusieurs organismes autochtones au Québec, au Canada.
Et donc, c'est plusieurs types d'informations, que ce soit avoir accès au numéro du conseil de bande de sa région, donc en gros les organisations autochtones de l'endroit où on se trouve quand on est au Canada, ou effectivement des informations sur si votre enfant veut apprendre sa langue, connaître des endroits où il pourrait participer à des activités culturelles. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très utile et que j'aimerais que ce genre d'outils puisse être étendu à toutes les autres communautés, c'est-à-dire des enfants latinos, des enfants noirs, des enfants asiatiques. Et puis surtout que ce soit quelque chose qui soit mis en place de façon, on va dire, systématique. C'est-à-dire que quand on rentre dans un processus d'adoption et qu'on a affaire à l'administration et qu'on sait quel enfant on va adopter, alors que ce soit un document que l'administration vous donne. Parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin de systématiser ça, que ce soit pas juste, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient une sensibilité et qui se disent « j'adopte un enfant, je sais pas, mettons péruvien », je vais m'intéresser à la culture péruvienne, à goûter les plats péruviens. Je vais peut-être même aller moi au Pérou une fois pour visiter. Il y a certains pays aussi d'adoption qui exigent que les parents aient visité le pays, voire même ils résident un certain temps. J'aimerais bien qu'on parle de ton film qui s'apprête à sortir, qui s'appelle Ouvrir la voie. Et que tu nous parles un petit peu du synopsis. De ce documentaire. C'est un documentaire sur les femmes noires d'Europe francophone, à savoir la Belgique et la France, donc vraiment des femmes issues de l'histoire coloniale, aussi de l'immigration postcoloniale française et belge. Et l'idée, en fait, c'est de suivre deux lignes dans ce film-là, qui est la première, d'arriver à nous représenter dans une diversité que moi, je ne retrouve pas dans le monde audiovisuel français, c'est-à-dire d'aborder la question des diverses orientations sexuelles, des diverses religions, des questions aussi qui peuvent être plus tabous dans la communauté afro, comme la question de la dépression, et puis les enjeux liés à la maternité. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de se voir de façon multiple et différente, que ce soit déjà dans nos physiques, que ce soit dans nos parcours de vie. Et donc ça, c'est la première ligne du film. Et puis la deuxième ligne du film, c'est aussi qui sont pas, enfin, je veux dire, qui sont simultanés. Hein. C'est pas une première et une deuxième, il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est juste qu'il y a deux grands axes. Et le deuxième axe, c'est effectivement l'expérience minoritaire en contexte francophone blanc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire justement d'être construite comme femme noire dans des pays qui ont un héritage esclavagiste et colonial. Et donc, l'idée, c'est vraiment de naviguer entre ça, qui est finalement, qu'est-ce qu'on a de commun toutes les femmes noires en France, c'est un certain type de construction et qu'il y a certaines choses qu'on va retrouver, c'est que quand on nous raconte le fait de mettre la main dans les cheveux, c'est très très rare que quelqu'un, enfin que moi je connais très peu de femmes noires qui vont dire non, ça ne m'est jamais arrivé, on m'a jamais touché les cheveux. Et puis qu'inversement, par contre, je ne sais pas moi, une fille qui est traductrice à l'ONU et interprète de conférences, sachant qu'il y a 2 interprètes de conférences noires à Paris, effectivement, ça c'est un parcours qui est totalement atypique. Donc l'idée c'était aussi vraiment essayer d'avoir ça, de voir qu'est-ce qu'on a de commun et puis aussi voir donc que la diversité aussi. Exactement. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on essaye de créer un documentaire à propos de l'afroféminisme? En amont et puis maintenant que le film va sortir aussi, c'est quoi? Quelles sont les difficultés que tu as? Attends, j'ai une question, quelles sont les facilités? Les facilités qu'on rencontre. Alors si, la grande facilité, c'est que les femmes noires ont énormément envie de témoigner. Donc là, j'ai eu aucun souci à trouver des personnes. Moi, au début, je me disais, oh là là, comment je vais rencontrer des filles et tout, qui ne soient pas juste mes amies, parce que l'objectif, c'était d'avoir aussi des points de vue de personnes que je ne connais pas. Et donc, voilà, moi, j'ai rapidement mis pas vraiment des annonces, mais en fait, j'ai trouvé quelques blogueuses que je trouvais intéressantes. Donc, je les ai taguées dans un message. Genre, j'ai mis les premières captures d'écran du 21 avril 2014. Je mettais « Salut, This is Kiamis, je veux faire un documentaire afroféministe. Si ça t'intéresse, envoie-moi ton adresse mail en MP. » Et puis en fait, ça a été un espèce de truc boule de neige où moi, je me suis retrouvée à faire 45 pré-entretiens. Puis j'ai dû arrêter à un moment donné parce que je pouvais plus, quoi. Mais oui, je dois dire que... Les femmes noires ont des choses à dire en France. Ah oui. Ça quand même. En plus, je peux te dire que ça dure. Hein. Les 45 pré-entretiens, c'était pas des trucs de 30 minutes. Hein. Ouais, j'étais là, genre 3h30 plus tard. Oui. Quels ont été tes modèles, toi, en tant que femme noire, pour te construire?
Ok. Alors moi, petite, Ouais. ce ne sont absolument pas des femmes noires françaises. Et donc c'est pour ça aussi que tout mon travail aujourd'hui vise à faire réémerger notre histoire. Mais donc moi, quand j'ai grandi, c'était celle que je pouvais voir à la télé. Donc c'était Whoopi Goldberg. C'est clair. Moi, j'ai grandi avec Whoopi Goldberg. Et ce qui est d'autant plus qu'il y a une espèce de mise en abîme, parce qu'un jour j'ai découvert que Whoopi Goldberg a dit que elle, ce qui lui avait donné envie de devenir comédienne, c'est qu'elle avait vu à la télé l'actrice de Star Trek, qui était la première femme noire dans une série mixte et tout. Et donc du coup, je me disais non, ce truc en cascade. Donc après moi, j'ai vu Whoopi Goldberg, j'étais là genre je veux faire des films et tout. Et puis voilà, je suis née en 84, donc moi c'est les années 90, donc tu vois Whitney Houston, voilà là, toute cette génération là. Et puis avec les groupes de filles, tu vois TLC, machin, Salt and Pepper. On peut parler de Beyoncé ou pas? Parce que parce que j'ai écouté une interview de toi où tu parles de Beyoncé et j'ai beaucoup aimé parce que tu es une grande défenseuse de Beyoncé. On ne touche pas à Bi. Oui, dans un truc aussi très particulier que je n'écoute pas forcément la musique de Beyoncé. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu sais, en fait, moi je trouve que quand les sentiments, les émotions se cristallisent autour de quelqu'un, c'est très intéressant parce qu'en fait, des femmes noires, c'est connues, avec du pouvoir qui existent. Beyoncé a plein de choses sur lesquelles on peut discuter. Tu vois, le colorisme, il y a plein d'enjeux effectivement qui peuvent être problématiques dans certaines de ses vidéos, dans son travail. Mais je trouve ça très intéressant de voir un peu une certaine haine et puis un mépris aussi qu'elle cristallise, qui est aussi pour moi en tout cas complètement lié au fait que justement c'est une artiste qui plaît au grand public et qu'il y a quelque chose de genre alors forcément si c'est grand public c'est un peu mauvais et puis que tu peux jamais gagner. C'est-à-dire que Beyoncé, super grand public, qui n'aborde pas la question de la race, qui machin, qui truc, et là avec ses tissages, c'est forcément cette femme noire qui réussit parce qu'elle est claire de peau, parce qu'elle ne remet rien en question. Beyoncé qui se politise et qui se met à s'intéresser aux questions de race, non mais c'est hypocrite, c'est pas vrai, c'est pour... Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi voir ce qu'on veut. On cherche aussi des personnes représentatives, avec du pouvoir, qui sont là en train de tenir un discours politique. Moi je me dis, là, il y a eu un vrai virage avec Lemonade et aussi un virage que je trouve artistiquement, moi c'est peut-être le premier album de Beyoncé qui m'intéresse d'ailleurs, tu vois. Et qu'est-ce qui fait d'Amandine une reine des temps modernes? Je ne sais pas. Mais avec tout ce que tu viens de nous dire, les quand fausses même. modestes. écoute, je ne sais pas, mais disons en tout cas au moins quelque chose qui est... Moi je dirais qu'une reine, c'est... En tout cas, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est la définition où c'est dit qu'une reine, c'est plus qu'une mère et c'est plus qu'une épouse et une femme. Et je trouve que... Plus qu'une mère ou une femme, une reine est avant tout une reine. C'est ça. Et moi j'aime beaucoup ça dans le sens de... on est souvent réduite dans un carcan, tu vois. Moi, c'est aussi pour ça que je suis devenue afroféministe, c'est que je voulais pouvoir définir qui j'étais en tant que femme et ce que ça voulait dire et être la seule à avoir le droit de définir de est-ce que je veux mettre des talons ou pas, est-ce que je veux mettre du maquillage ou pas, est-ce que je veux avoir mon afro ou pas, est-ce que je veux... Et donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une possibilité de refuser justement les catégorisations, qui est liée à des privilèges, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Je veux dire, si tu es pauvre dans un ghetto et que tu es en train de te faire contrôler par la police et tout, tu peux dire que je refuse les catégorisations, mais tu vas te faire catégoriser pareil. Donc, non mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Donc c'est clair que ça vient aussi déjà d'un privilège qui est que moi j'ai fait certaines études, que en fait effectivement moi j'ai grandi dans une famille blanche, alors plutôt de classe moyenne basse, mais tu vois avec des possibilités que j'aurais peut-être pas eues si j'avais grandi dans une famille avec mes parents qui sont tous les deux immigrés, qui travaillent la nuit. Tu vois, ma mère elle est institutrice par exemple. La possibilité de réussite à l'école quand ta mère est institutrice et connaît très bien le système, ou quand tes parents maîtrisent à peine le français et en plus n'ont pas le temps de s'occuper de toi après l'école, t'as pas forcément les mêmes chances. Écoute, je vais te remercier d'avoir pris du temps pour nous parler de toutes les choses que tu fais, qui sont super intéressantes et qui, je pense, vont parler à beaucoup de personnes qui nous regarderont. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Merci à ceux qui nous ont regardés et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Reine du Jour. Ça, c'est la beauté des réseaux sociaux. Pardon. Ah, il fallait qu'on s'arrête? C'est que tu vois, tu peux aussi atteindre plein de personnes qui étaient isolées. Tu vois, que ce soit parce que tu es isolé dans ta campagne ou machin, mais aussi parce que tu te sens un peu seule, mais qu'il y a aussi une possibilité d'agrégation de toutes ces personnes qui se sentaient seules et puis qui voient qu'il se passe des choses, tu vois. Donc oui, moi j'espère vraiment ça. Et puis je pense que justement ce que je disais, tu vois, il y a, quand on est au tout début, qu'il y a un virage réactionnaire en France.
Mais il y a aussi une potentialité parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, et que nous, on a le choix de se tourner vers l'avenir. Pas dans le sens, encore une fois, tu vois, je t'ai parlé de Paulette Nardal. Moi, je suis vraiment pas dans une perspective de dire « Ah, on est jeune, on va tout inventer, c'est super et tout ». Mais tu sais, regarder d'où on vient, regarder ce qui s'est fait. Pour savoir où on va. C'est ça. Faire tourner les informations, puis se dire que tout n'est pas perdu, quoi, qu'on a une chance.